Imaginez le bureau ovale aujourd'hui. La lumière traverse les hautes fenêtres, polissant le bois du Resolute Desk. Sur le tapis d'un bleu profond, le sceau présidentiel est tissé avec une précision solennelle. Chaque objet, des photographies de familles souriantes, aux livres soigneusement rangés, respire l'ordre, le pouvoir et la continuité de l'histoire américaine. C'est un sanctuaire de la décision, un théâtre de la démocratie où les destins du monde sont débattus. Le silence est presque liturgique, seulement rompu par le tic-tac lointain d'une horloge de parquet. Pourtant, en 1995, dans cette même pièce, un autre type de silence régnait. Un silence chargé de tension, de désir et de danger, partagé entre le président William Jefferson Clinton et une jeune stagiaire nommée Monica Lewinsky. Un silence qui laisserait une marque indélébile, non seulement sur un tapis, mais sur une présidence tout entière, révélant la fragilité humaine au cœur même du pouvoir mondial. Mais ce tapis bleu n'est pas le seul témoin silencieux des secrets présidentiels. Remontons le temps jusqu'en 1921. L'air est épais de fumée de cigares et d'un parfum bon marché qui ne devrait pas se trouver ici. Le président Warren G. Harding, un homme à l'allure imposante mais à la volonté faible, referme doucement la porte d'un placard à manteau adjacent au bureau. De l'intérieur, on entend le rire étouffé d'une jeune femme, Nan Britton. Il ajuste sa cravate, se recompose et retourne à son travail. Le secret confiné dans quelques mètres carrés. 40 ans plus tard, en 1962, l'atmosphère est radicalement différente. Dans la piscine intérieure de la Maison-Blanche, l'eau éclabousse au son d'une musique jazz. John F. Kennedy, charismatique et insouciant, partage le bassin avec deux femmes, tandis qu'un agent du Secret Service monte une garde impassible, protégeant non seulement le président, mais aussi le mythe de Camelot. Le placard est aujourd'hui un simple espace de rangement. La piscine a été recouverte depuis longtemps, transformée en salle de presse. Le tapis du bureau ovale a été changé d'innombrables fois. Les preuves physiques des transgressions ont été effacées, remplacées par la façade impeccable de l'histoire officielle. Pourtant, les murs de la Maison-Blanche gardent la mémoire de ces moments. Ils se souviennent des murmures, des rendez-vous clandestins et des mensonges élaborés pour protéger les hommes les plus puissants du monde de leur propre faiblesse. Cette demeure n'est pas seulement un monument à la grandeur américaine, elle est aussi une archive des fragilités humaines, qui se cachent derrière les portes closes. Ce que nous vous proposons de découvrir, ce n'est pas l'histoire que l'on lit dans les manuels scolaires, c'est l'histoire non officielle de la Maison-Blanche, l'histoire de ce qu'il se passait vraiment dans les chambres des présidents. Si l'exploration des vérités complexes qui se cachent derrière les façades du pouvoir vous captive, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos investigations historiques. Votre soutien est essentiel. En laissant un j'aime sur cette vidéo, vous nous aidez à rendre ces récits méconnus accessibles à un public plus large qui cherche à comprendre le passé sans phare. Nous formons une communauté de curieux venus du monde entier. Dites-nous dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez. Maintenant, notre pacte est scellé. Pour comprendre comment ces hommes, investis de la plus haute confiance de leur nation, ont pu transformer le symbole de la démocratie en théâtre de leurs désirs secrets, il faut d'abord revenir à leurs origines. Il faut comprendre les forces et les failles qui les ont construits bien avant qu'ils ne franchissent les portes de la Maison-Blanche. Warren Gamaliel Harding, le 29e président, incarnait une promesse de tranquillité pour une nation épuisée par la guerre. Élu en 1921 sur le slogan d'un « retour à la normale », il possédait l'apparence d'un chef d'État, grand, digne et affable. Mais derrière cette façade se cachait une nature profondément indécise et un besoin quasi pathologique d'être aimé par tous. Cette soif d'approbation le rendait malléable, une proie facile pour les conseillers corrompus et les tentations personnelles. Un de ses contemporains le décrivit avec une précision cruelle, affirmant qu'il n'était pas un mauvais homme, mais simplement un homme très moyen, soudainement propulsé dans une position qui exigeait une grandeur morale et intellectuelle qu'il ne possédait pas. Cette dichotomie entre l'image présidentielle et la faiblesse de l'homme allait définir son mandat et paver la voie à des scandales qui souilleraient son héritage bien après sa mort prématurée. Le comportement de Harding à la Maison-Blanche n'était pas une aberration soudaine, mais la continuation d'un schéma établi de longue date. Bien avant de devenir président,
sa vie privée était marquée par une série de liaisons extra-conjugales. La plus notoire fut celle avec Carrie Fulton Phillips, l'épouse d'un de ses amis, une relation si imprudente qu'elle lui valut une tentative de chantage à la veille de l'élection présidentielle, forçant le Parti républicain à lui verser une somme considérable pour acheter son silence. Ce passif révélait une absence totale de discipline personnelle et une libido débridée, combinée à une conviction erronée que sa position et son charme le mettaient à l'abri des conséquences. Pour Harding, la Maison-Blanche n'était pas un sanctuaire à respecter, mais simplement une nouvelle scène plus grandiose pour poursuivre les mêmes impulsions qui avaient guidé sa vie jusqu'alors. Le contexte de pouvoir des années 20 fut le terreau fertile de ces transgressions. À cette époque, la presse américaine observait une déférence quasi totale envers la vie privée des présidents. Un pacte tacite existait. Les frasques personnelles d'un dirigeant ne devenaient pas matière à reportage, considérées comme non pertinentes pour sa fonction publique. De plus, le Secret Service était une organisation bien plus restreinte qu'aujourd'hui, son rôle dans la gestion de l'image présidentielle n'étant pas encore formalisé. Harding opérait donc dans une bulle d'impunité, persuadé que les murs de la résidence exécutive étaient infranchissables. C'est cette confiance née d'une époque révolue qui lui permit d'installer sa maîtresse, Nan Britton, dans un placard du bureau ovale pour des rendez-vous clandestins, transformant le cœur du pouvoir américain en un théâtre de vaudeville. Une décennie plus tard, un homme d'une stature bien différente entrait en scène. Franklin Delano Roosevelt, le 32e président, était un titan politique. Il a guidé l'Amérique à travers ses deux plus grandes crises du XXe siècle, la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale. Son charisme, sa confiance inébranlable et sa voix réconfortante lors de ses causeries au coin du feu ont forgé l'image d'un leader omnipotent et paternel. Pourtant, cette image publique était une construction méticuleuse cachant des réalités profondes et douloureuses. La plus évidente était sa paralysie, conséquence de la poliomyélite, soigneusement dissimulée au public. La plus secrète était la fracture émotionnelle de son mariage avec Eleanor, une union devenue un partenariat politique complexe, mais dépourvu de toute intimité, une blessure qui le poussa à chercher du réconfort ailleurs, loin des yeux de la nation. La source de cette distance conjugale remontait à 1918, lorsqu'Eleanor Roosevelt découvrit une liasse de lettres d'amour dans les affaires de son mari. Elles étaient écrites par Lucy Mercer, sa propre secrétaire sociale. Cette découverte brisa leur union de manière irrévocable. Bien qu'ils soient restés mariés pour préserver les apparences et leur carrière politique, leur relation intime cessa complètement. Franklin et Eleanor menèrent dès lors des vies largement séparées. Pour Roosevelt, la liaison avec Lucy Mercer n'était pas une simple aventure passagère. Elle représentait une connexion émotionnelle profonde et durable. C'est un refuge qu'il ne trouvait plus auprès de son épouse. Il utilisa sa position et le pouvoir qui en découlait pour maintenir cette relation secrète pendant des décennies, un arrangement qui culminerait tragiquement lors de ses derniers jours. Le secret de Roosevelt fut protégé par ce que l'on a appelé plus tard le pacte de gentlemen entre la Maison-Blanche et la presse. Le président exerçait un contrôle quasi absolu sur son image publique, une manipulation rendue possible par la coopération volontaire des journalistes. À une époque de crise nationale, la plupart des reporters et des rédacteurs en chef estimaient que révéler les faiblesses du président, qu'elles soient physiques ou morales, aurait nui au moral de la nation. Ils participèrent activement à la dissimulation de sa paralysie, ne publiant jamais de photos de lui dans son fauteuil roulant. Cette même discrétion s'étendit à sa vie privée. Le secret de sa relation avec Lucy Mercer était connu de son cercle rapproché et de certains membres de l'élite journalistique, mais il ne fut jamais exposé de son vivant. Illustrant une ère où l'image du pouvoir primait sur la vérité, l'arrivée de John Fitzgerald Kennedy, en 1961, projeta une image radicalement différente, celle de la jeunesse, de l'optimisme et d'une vigueur nouvelle incarnée par le mythe de Camelot. Ce 35e président, avec son charisme légendaire et son intellect vif, semblait être la promesse d'un avenir radieux. Cependant, cette façade scintillante masquait une réalité bien plus sombre. Kennedy souffrait de multiples problèmes de santé chroniques, notamment la maladie d'Addison, et des douleurs dorsales atroces,
qui le maintenait sous un traitement constant de médicaments puissants. Cette fragilité physique, cachée au public, coexistait avec une imprudence quasi pathologique et un sentiment que tout lui était dû. Il vivait avec l'urgence d'un homme sentant son temps compté, une perception qui semble avoir alimenté une quête insatiable de gratification instantanée et de conquête. Les origines du comportement de Kennedy sont à chercher dans son éducation et l'influence écrasante de son père, Joseph Patrick Kennedy. Patriarche du clan, Joe Kennedy était lui-même un coureur de jupons notoire qui avait amassé une fortune et un pouvoir considérable. Il a inculqué à ses fils une vision du monde où le pouvoir, l'argent et le sexe étaient inextricablement liés, des trophées à acquérir sans scrupule. Pour les hommes Kennedy, la conquête sexuelle n'était pas seulement un plaisir, mais une affirmation de leur statut, une extension de leur pouvoir politique. L'attitude prédatrice de John F. Kennedy envers les femmes n'était donc pas une simple faille personnelle, mais un comportement appris et encouragé au sein de sa propre famille, une sorte de droit dynastique qu'il a continué d'exercer une fois installé dans le bureau le plus puissant du monde. Le mythe de Camelot était en réalité une opération de relations publiques d'une efficacité redoutable, et sa maintenance exigeait un système de dissimulation bien rodé. Des associés loyaux, comme son ami proche Dave Powers, jouaient un rôle clé, agissant en facilitateur pour les nombreuses liaisons du président. Le secret service lui-même était souvent mis à contribution, ses agents ayant pour consigne de faire entrer et sortir discrètement des femmes de la Maison-Blanche, parfois même des stagiaires ou des secrétaires. Leur mission n'était plus seulement de protéger la vie du président, mais aussi son mode de vie. Pendant ce temps, les médias, totalement sous le charme du jeune et séduisant couple présidentiel, choisissaient délibérément d'ignorer les rumeurs abondantes qui circulaient à Washington, participant ainsi à la préservation d'une illusion qui ne se fissurerait que des décennies plus tard. 30 ans après, William Jefferson Clinton, le 42e président, accéda au pouvoir dans un monde qui avait radicalement changé. C'était un politicien d'un talent rare, doté d'une intelligence brillante et d'une capacité d'empathie qui lui permettait de créer un lien quasi instantané avec les électeurs. Cependant, cette personnalité charismatique abritait une dualité profonde. Clinton possédait une aptitude extraordinaire à compartimenter sa vie, séparant hermétiquement ses immenses responsabilités publiques d'un comportement privé autodestructeur et risqué. Cette tendance n'était pas nouvelle. Des allégations d'inconduite sexuelle l'avaient suivi tout au long de sa carrière politique en Arkansas, de l'affaire Jennifer Flowers, qui a éclaté pendant sa première campagne présidentielle, aux accusations de harcèlement de Paula Jones, qui allaient le poursuivre jusqu'à la Cour suprême. Ce qui distinguait Clinton de ses prédécesseurs n'était pas tant la nature de ses transgressions que le contexte dans lequel elles se sont produites. Il a dû faire face à un paysage médiatique transformé, méconnaissable, de celui qu'avaient connu Harding ou Kennedy. L'ère du pacte de gentlemen était révolue, remplacée par le cycle d'information en continu sur 24 heures, l'essor d'Internet et une presse devenue farouchement agressive et inquisitrice dans le sillage du Watergate. De plus, la polarisation politique avait atteint un nouveau sommet. Ses adversaires étaient non seulement au courant de ses faiblesses, mais ils étaient parfaitement disposés à utiliser sa vie personnelle comme une arme politique pour le détruire. Le secret, autrefois un privilège présidentiel, était devenu un passif, et chaque rumeur était une crise potentielle prête à exploser sur la scène nationale et mondiale. La Maison-Blanche n'est pas née comme un monument, mais comme une ambition audacieuse sur une toile vierge de boue et de forêt. En 1791, le président George Washington lança un concours pour concevoir la résidence présidentielle. Le lauréat fut James Hoban, un architecte d'origine irlandaise dont la vision néoclassique, inspirée de la Leinster House de Dublin, promettait une élégance sobre et une dignité républicaine. Son projet ne visait pas à imiter les palais européens, mais à créer un symbole de pouvoir accessible, une maison pour le chef d'une nation naissante. La structure devait incarner un équilibre délicat, être assez grande pour impressionner les dignitaires étrangers, mais assez simple pour ne pas trahir les idéaux démocratiques. C'est sur ce paradoxe architectural que la première pierre fut posée, inaugurant un chantier qui allait s'étendre sur près d'une décennie et définir le cœur physique de la politique américaine.
Le 13 octobre 1792, une modeste cérémonie marqua la pose de la première pierre angulaire, donnant le coup d'envoi à une entreprise colossale. Le site choisi au milieu de ce qui allait devenir Washington, D.C., était alors un terrain largement sous-développé, marécageux et isolé. Les matériaux devaient être acheminés par des routes rudimentaires ou par voie fluviale sur le Potomac. Il fallait imaginer le bruit des haches abattant les arbres, le grincement des poulies hissant les lourds blocs de grès et le labeur incessant d'une main-d'œuvre hétéroclite. La construction de la Maison Blanche ne fut pas un acte de magie, mais une bataille acharnée contre les éléments, les contraintes logistiques et un budget limité. Chaque mur qui s'élevait était un témoignage de la détermination à transformer un simple plan sur papier en un édifice capable de loger le pouvoir d'une république. La main-d'œuvre qui a érigé ce symbole de la liberté américaine était un microcosme complexe de la société de l'époque. Le chantier rassemblait des artisans et des ouvriers venus d'Europe, principalement d'Écosse, d'Irlande et d'Italie, attirés par la promesse de travail. À leur côté se trouvaient des Afro-Américains, libres et esclaves. Des documents comptables de l'époque révèlent que les propriétaires d'esclaves louaient leurs captifs au gouvernement fédéral pour travailler sur le chantier, une ironie cruelle qui imprègne les fondations mêmes du bâtiment. Ces hommes, dont les noms sont pour la plupart perdus dans l'histoire, ont extrait la pierre, fabriqué les briques et érigé les murs dans des conditions souvent pénibles. Leur sueur et leur labeur sont le coût humain invisible de la grandeur architecturale, un contraste saisissant entre l'idéal de la demeure et la réalité de sa création. Les murs emblématiques de la Maison Blanche sont faits de grès d'Aquia Creek, une pierre extraite d'une carrière en Virginie. Ce matériau, bien que robuste, était poreux et sensible aux intempéries. Pour le protéger et lui donner un aspect plus fini et uniforme, les murs furent recouverts d'un mélange de chaux, de colle de riz, de caséine et de plomb, créant ainsi sa couleur blanche distinctive dès les premières années. Ce n'était donc pas un choix purement esthétique, mais une nécessité pratique qui donna son nom à la résidence. Le bois pour les charpentes et les planchers provenait des forêts de Caroline du Nord et de Virginie, tandis que l'ardoise pour le toit était importée du pays de Galles. Chaque matériau raconte une histoire de commerce, de logistique et d'artisanat, assemblés pour former une structure qui devait être à la fois solide et gracieuse. Le coût final de la construction initiale s'éleva à 232 372 $, une somme considérable à la fin du XVIIIe siècle. Pour mettre ce chiffre en perspective, cela équivaudrait aujourd'hui à près de 5 millions d'euros. À une époque où une ferme familiale pouvait être achetée pour quelques centaines de dollars, ce montant représentait un investissement national majeur. Il aurait pu financer la construction de centaines de maisons pour des citoyens ordinaires ou équiper une petite armée. Cette dépense illustre l'importance que les pères fondateurs accordaient à la création de symboles physiques pour leur jeune république. La Maison Blanche n'était pas un luxe, mais une nécessité stratégique, un investissement dans la légitimité et la permanence du gouvernement fédéral, conçu pour projeter la stabilité et le sérieux sur la scène mondiale. Le 1er novembre 1800, John Adams, le deuxième président des États-Unis, devint le premier résident de la demeure. Cependant, lorsqu'il emménagea, le bâtiment était loin d'être terminé. De nombreuses pièces n'étaient pas encore plâtrées, l'escalier principal n'était pas construit et la résidence manquait de confort de base. Abigail Adams, la première dame, se plaignit dans ses lettres du froid et de l'humidité, racontant comment elle faisait sécher le linge présidentiel dans la grande salle est, encore inachevée. Cette première occupation d'une maison encore en chantier est une métaphore puissante de la nation elle-même. Une grande idée, fonctionnelle, mais encore brute, avec beaucoup de travail à accomplir. La Maison Blanche n'est pas née parfaite et majestueuse. Elle a été habitée et façonnée au fil du temps, ses murs absorbant l'histoire dès le premier jour. À peine 14 ans après son achèvement, la résidence présidentielle subit son épreuve la plus dévastatrice. En août 1814, pendant la guerre de 1812, les troupes britanniques capturèrent Washington, D.C. et incendièrent de nombreux bâtiments gouvernementaux, y compris la Maison Blanche. La structure fut réduite à une carcasse noircie, ses murs de grès calciné se dressant contre le ciel. Pour beaucoup, cela aurait pu signer la fin du projet. Pourtant, la décision fut prise de reconstruire immédiatement, un acte de défi et de résilience nationale.
James Hoban, l'architecte d'origine, fut rappelé pour superviser la reconstruction. En 3 ans, la demeure renaquit de ses cendres, ses murs repeints d'un blanc encore plus éclatant pour masquer les cicatrices du feu, transformant un symbole de défaite en un emblème de la persévérance américaine. Au fil des décennies, la Maison-Blanche a évolué pour répondre aux besoins changeants de la présidence. Les emblématiques portiques nord et sud furent ajoutés dans les années 1820, complétant la vision néoclassique de Hoban. Mais le changement le plus significatif survint en 1902, sous la présidence de Theodore Roosevelt. Face à l'encombrement croissant où les bureaux du gouvernement empiétaient sur les quartiers d'habitation, Roosevelt fit construire l'aile ouest. Cette décision fut fondamentale, car elle créa pour la première fois une séparation physique claire entre la résidence privée de la famille présidentielle et l'espace de travail officiel du président. Cette division architecturale allait devenir cruciale, créant une distinction formelle entre la sphère publique et la sphère privée, une frontière que de futurs présidents s'efforceraient de gérer et parfois de transgresser. La création de l'aile ouest a donné naissance à la pièce la plus célèbre de la Maison-Blanche, le bureau ovale. Conçu en 1909 et déplacé à son emplacement actuel en 1934 sous Franklin D. Roosevelt, sa forme distinctive était censée favoriser un environnement de travail plus démocratique et moins hiérarchique. Stratégiquement situé, il offre au président un accès rapide à ses conseillers clés tout en étant physiquement séparé de la résidence principale par la colonnade et le roseraie. Cette proximité contrôlée permet une circulation discrète entre le travail et la vie privée, loin des yeux du public et de la presse. L'architecture même du pouvoir a ainsi été conçue pour offrir un mélange de visibilité et d'isolement, une dualité qui a fourni le cadre parfait pour des décisions historiques et des indiscrétions personnelles. Alors que l'aile ouest devenait le centre névralgique du pouvoir, la résidence exécutive, située au 2e et 3e étage, demeurait le sanctuaire privé de la première famille. Cette zone est un labyrinthe de couloirs, de chambres d'amis comme la célèbre chambre de Lincoln, de salons privés et de multiples escaliers, y compris des accès de services discrets. Cette disposition complexe, conçue pour loger une grande famille et son personnel, offre par nature une multitude d'espaces isolés et de chemins de circulation qui échappent à la surveillance. La séparation entre l'aile est traditionnellement réservée aux invités et au personnel social, et les quartiers familiaux plus à l'ouest créent des zones de confidentialité superposées. C'est dans cet agencement que réside la capacité de la maison à abriter des secrets, ces murs servant de témoins silencieux à des conversations et des rencontres qui ne devaient jamais quitter la sphère privée. En 1948, la Maison-Blanche a failli s'effondrer. Après 150 ans d'usage intensif, d'ajouts et de rénovations partielles, la structure interne en bois était devenue dangereusement instable. Le piano de Margaret Truman passa à travers le plancher, et les ingénieurs découvrirent que le bâtiment n'était plus soutenu que par ses murs extérieurs. Le président Harry S. Truman prit alors la décision radicale de vider entièrement l'intérieur de la demeure, ne conservant que la façade de grès d'origine. De 1949 à 1952, la Maison-Blanche fut reconstruite de l'intérieur avec une charpente en acier et des systèmes modernes de chauffage, de plomberie et de communication. Cette rénovation a non seulement sauvé le bâtiment, mais l'a aussi transformé en une forteresse moderne, plus sûre, plus contrôlable et encore plus isolée du monde extérieur. Ainsi, à l'aube de la seconde moitié du XXe siècle, la Maison-Blanche était devenue une structure complexe et paradoxale. Sa façade historique, symbole de la démocratie et de la transparence, dissimulait désormais une infrastructure moderne et une division architecturale sophistiquée entre les espaces publics et privés. Elle était à la fois un musée ouvert au public, un centre de commandement gouvernemental et une forteresse privée. Chaque couloir, chaque porte et chaque escalier avaient été pensés pour gérer les flux de pouvoir, d'informations et de personnes. La scène était parfaitement dressée. Les murs qui avaient survécu à un incendie et à un effondrement imminent étaient maintenant prêts à accueillir les drames humains les plus intenses, où la grandeur de la fonction présidentielle allait se heurter de plein fouet aux fragilités de ceux qui l'occupaient. Au XXe siècle, le fonctionnement quotidien de la Maison-Blanche était une chorégraphie complexe exécutée par une armée invisible
de plus d'une centaine de personnes. Le personnel domestique, dirigé par un majordome en chef, comprenait des valets personnels pour le président, des femmes de chambre des cuisiniers, des blanchisseurs, des fleuristes et des jardiniers. Chaque membre avait un rôle défini avec une précision militaire. Les salaires, bien que modestes par rapport à la responsabilité, offraient une stabilité rare, mais le véritable prix du service était une discrétion absolue. La hiérarchie était stricte, les protocoles immuables, et le personnel apprenait rapidement à voir sans regarder, à entendre sans écouter. Ils étaient les gardiens silencieux non seulement de la demeure, mais aussi des secrets qu'elle abritait, formant une barrière humaine entre la vie privée du président et le regard du monde extérieur, un pacte de silence payé par la loyauté et la peur. Le pouls de la résidence était régi par un horaire d'une précision quasi mécanique. Le président était généralement réveillé vers 7 heures du matin par son valet qui lui apportait les journaux et un premier café. Les repas étaient des affaires formelles, même en privé, servis à 13 heures pour le déjeuner et 19h30 pour le dîner dans la salle à manger familiale au 2e étage. Les visiteurs officiels étaient reçus dans les salles de réception du rez-de-chaussée, selon un calendrier méticuleusement planifié par le bureau social. La maison s'endormait officiellement vers 23 heures, lorsque la majorité du personnel de service terminait son quart de travail. Cette routine rigide projetait une image d'ordre, de discipline et de contrôle, masquant le fait que c'était précisément cette structure prévisible qui permettait de planifier et d'exécuter des activités qui, elles, échappaient à tout calendrier officiel. Les événements sociaux à la Maison-Blanche étaient le summum du spectacle politique, conçu pour impressionner et affirmer le pouvoir américain. Un dîner d'État typique pouvait accueillir jusqu'à 130 invités dans la salle à manger d'État sous le regard du portrait de Lincoln. L'étiquette était d'une rigueur absolue. Le plan de table était un casse-tête diplomatique, la tenue de soirée était de rigueur et chaque plat était une œuvre d'art culinaire. Le coût de ces soirées était astronomique. Chaque événement se chiffrant en dizaines de milliers de dollars de l'époque, une fortune capable de nourrir des centaines de familles pendant 1 an. Ces réceptions n'étaient pas de simples fêtes, elles étaient des performances de pouvoir, où les lustres scintillants et l'argenterie polie servèrent de décor à une diplomatie feutrée et à la consolidation d'alliances, le tout orchestré pour présenter une façade de grandeur et de perfection culturelle. Les coûts opérationnels, pour maintenir un tel train de vie, étaient stupéfiants. Chaque mois, des milliers de dollars étaient consacrés uniquement à l'alimentation, aux fleurs fraîches pour chaque pièce et à l'entretien des jardins impeccables. Le budget pour le personnel représentait la dépense la plus importante, suivie de près par les coûts de maintenance d'un bâtiment historique qui exigeait une attention constante. À une époque où le revenu annuel moyen d'une famille américaine se comptait en quelques milliers de dollars, le budget de fonctionnement de la Maison-Blanche était celui d'une petite principauté. Cette immense dépense de fonds publics était justifiée comme une nécessité pour maintenir le prestige de la nation. Cependant, elle créait également un environnement de privilèges absolus, un monde isolé où les contraintes financières du citoyen ordinaire n'existaient pas, renforçant potentiellement le sentiment d'impunité de son occupant principal. La réputation publique de la Maison-Blanche était soigneusement entretenue comme un sanctuaire de la démocratie américaine. Les journaux de l'époque la décrivaient comme la maison du peuple, un symbole d'accessibilité et de dignité républicaine. Les lettres de visiteurs, souvent publiées, exprimaient un émerveillement quasi religieux face à la majesté des lieux et à la proximité ressentie avec l'histoire. Un journaliste du New York Times, après une visite dans les années 60, écrivit que « franchir ces portes, c'est sentir le poids et la promesse de la nation sur ses épaules ». Cette image publique, cultivée avec soin par le service de presse, était cruciale. Elle transformait un bâtiment administratif et une résidence privée en un idéal national, une icône de vertu et de stabilité. C'était cette image immaculée qui rendait les transgressions qui se déroulaient à l'intérieur non seulement hypocrites, mais presque sacrilèges. Au fil des décennies, les couloirs de la Maison-Blanche ont vu défiler un cortège ininterrompu de personnages illustres, chacun ajoutant une couche à son mythe. Des rois et des reines, comme la reine Élisabeth II, des premiers ministres comme Winston Churchill, qui séjourna longuement pendant la guerre,
Des scientifiques comme Albert Einstein et des artistes comme Pablo Casals ont tous été des invités. Leur visite, largement médiatisée, avait pour but de renforcer les alliances diplomatiques ou de célébrer l'excellence culturelle. Chaque photographie d'un dirigeant étranger sur le portique sud ou d'un lauréat du prix Nobel dans la salle est renforçait le statut de la demeure comme centre du monde. Cette parade constante de dignitaires créait une atmosphère de gravité et d'importance historique, un décor parfait pour dissimuler des activités plus triviales et secrètes qui se déroulaient simultanément dans les étages supérieurs. Pour le visiteur ordinaire, l'accès à la Maison-Blanche était et reste une expérience soigneusement contrôlée. Les visites publiques se limitaient aux salles d'apparat du rez-de-chaussée et du premier étage, la bibliothèque, la salle des Vermeils, la salle Est, la salle verte, la salle bleue et la salle rouge. Ces pièces, meublées d'antiquités et d'œuvres d'art inestimables, étaient conçues pour raconter une histoire de grandeur et de continuité historique. Le visiteur repartait avec une impression de transparence, ayant foulé le sol de la résidence présidentielle. Pourtant, cette visite ne révélait qu'une infime fraction de la réalité. Les quartiers privés au 2e et 3e étage, ainsi que la vaste aile ouest, restaient un monde interdit, un labyrinthe de couloirs et de bureaux où la véritable vie du pouvoir et les secrets personnels du président étaient jalousement gardés, loin de la vue du public. Le code de conduite au sein de la Maison-Blanche était régi par une loi non écrite, mais absolue: le silence. Le personnel, du plus humble jardinier au plus haut conseiller, comprenait que la discrétion n'était pas une option, mais une condition d'emploi. Parler de ce que l'on voyait ou entendait dans les couloirs privés était la faute professionnelle ultime, menant à un renvoi immédiat et à l'ostracisme. Cette culture du secret était renforcée par un sentiment de loyauté envers l'institution de la présidence, et souvent envers le président lui-même. Le personnel se considérait comme les gardiens d'un héritage national, et protéger la réputation du président faisait partie de cette mission. C'est ce mur de silence, construit sur des décennies de tradition et de peur, qui a permis à des comportements imprudents de prospérer dans l'enceinte la plus surveillée du monde. La transition entre la vie publique et la vie secrète de la Maison-Blanche s'opérait chaque soir, avec la précision d'un changement de décor au théâtre. Le signal était souvent le départ du dernier invité d'un dîner officiel ou la fin de la journée de travail, généralement vers 23 heures. À ce moment, la majorité du personnel de jour se retirait discrètement par les entrées de service. Les lumières des salles de réception étaient tamisées, les grandes portes fermées. Seule une équipe de nuit réduite et quelques agents du secret service triés sur le volet restaient en poste. Les couloirs, autrefois animés par le personnel et les visiteurs, devenaient silencieux et vides. L'atmosphère changeait radicalement. La forteresse du pouvoir mondial se transformait en un manoir privé, un espace où les règles du jour ne s'appliquaient plus et où le président pouvait redevenir un simple homme, avec ses désirs et ses faiblesses. Il n'y avait donc pas une seule Maison-Blanche, mais deux, occupant le même espace sacré. La première était la Maison-Blanche du jour, un monument public, un musée vivant et le centre de commandement de la nation, un lieu de protocole, de travail acharné et de représentation solennelle. La seconde était la Maison-Blanche de la nuit, une résidence privée isolée du monde, un domaine personnel où le président pouvait échapper à la surveillance constante de sa fonction. L'une était visible et respectable, l'autre clandestine et transgressive. Cette dualité, rendue possible par l'architecture même du bâtiment et par la culture du secret qui y régnait, était la condition essentielle à la survenue des scandales. C'est dans cette seconde Maison-Blanche, invisible aux yeux du monde, que notre histoire prend véritablement son sens, derrière les portes closes des chambres présidentielles. Pour comprendre ce qui se déroulait véritablement derrière les portes closes de la Maison-Blanche, il ne suffit pas de se fier aux rumeurs. Notre récit s'appuie sur des sources primaires rigoureusement examinées, des lettres présidentielles déclassifiées, des journaux intimes de membres du personnel, des registres du secret service et, dans les cas plus récents, des rapports d'enquête officiels comme le rapport Starr. Ces documents sont corroborés par les travaux de biographes présidentiels de premier plan, tels que Robert Dallek sur Kennedy ou Jane Edward Smith sur Roosevelt, dont les recherches ont établi un consensus académique sur la réalité de ces comportements.
Nous nous basons également sur les mémoires de témoins directs, y compris ceux des femmes impliquées, qui ont brisé des décennies de silence pour raconter leur version des faits. Ce que vous allez entendre n'est pas de la spéculation, mais le fruit d'une reconstitution historique basée sur des preuves documentées. Il faut néanmoins reconnaître les limites de ce que l'histoire peut nous révéler avec une certitude absolue. Pendant des décennies, le pacte de gentlemen entre la présidence et la presse a garanti que de nombreux secrets restaient enfouis. Des documents ont été détruits, des témoins ont emporté leurs souvenirs dans la tombe, et la loyauté du personnel a érigé un mur de silence quasi impénétrable. Par conséquent, là où les preuves directes manquent, nous nous appuyons sur des inférences fondées, corroborées par de multiples témoignages indirects et des schémas de comportement cohérents. Nous ferons toujours la distinction claire entre ce qui est un fait documenté et ce qui est une conclusion historique probable. Notre objectif n'est pas de combler les vides par l'imagination, mais de présenter l'image la plus précise possible, en reconnaissant honnêtement les zones d'ombre qui subsistent inévitablement dans l'étude des vies secrètes. Ces histoires ne sont pas de simples anecdotes isolées, mais des études de cas sur la manière dont le pouvoir absolu peut créer un environnement propice à la transgression. Chaque président a développé son propre système, adapté à sa personnalité et à son époque, pour faciliter et dissimuler ses liaisons. Ces systèmes reposaient sur des éléments communs, la complicité, qu'elle soit active ou passive, du personnel et des services de sécurité, l'utilisation de l'architecture complexe de la Maison-Blanche pour garantir la discrétion, et un sentiment d'invulnérabilité conféré par la fonction suprême. Le premier exemple, celui de Warren G. Harding, illustre peut-être le plus crûment cette audace. Son approche n'était pas celle de la subtilité, mais de l'impunité la plus totale, transformant les recoins du pouvoir en théâtre de ses désirs, au vu et au su de ceux qui étaient censés le protéger. Le système de Warren Harding était d'une simplicité et d'une imprudence déconcertantes. Il reposait principalement sur une jeune femme, Nan Britton, qui était de 30 ans sa cadette. Leur liaison avait commencé dans l'Ohio bien avant sa présidence. Une fois à la Maison-Blanche, il lui fit savoir qu'elle pouvait lui rendre visite. Son accès était facilité par des agents du Secret Service qui avaient pour consigne de la faire entrer discrètement. Les rencontres avaient lieu à des moments audacieux, souvent pendant les heures de travail, dans des lieux improbables. Il ne s'agissait pas d'une opération clandestine sophistiquée, mais plutôt d'un abus de pouvoir désinvolte, fondé sur la conviction que personne n'oserait jamais questionner les allées et venues dans le bureau du président. Le personnel et les gardes apprirent rapidement à ne rien voir, qu'instaurant un climat de silence complice qui protégeait le secret le moins bien gardé de Washington. Le lieu de ces rendez-vous est devenu légendaire par son absurdité et sa symbolique. Il ne s'agissait pas d'une chambre luxueuse, mais d'un petit placard à manteau attenant au bureau ovale. Cet espace exigu, sombre et sans fenêtre, mesurant à peine quelques mètres carrés, était normalement utilisé pour ranger les vêtements des visiteurs. Son choix était à la fois pratique et pervers. Il était immédiatement accessible depuis le lieu où Harding prenait les décisions les plus importantes pour la nation, permettant des rencontres rapides et furtives. Le risque et la proximité du pouvoir semblaient en faire partie de l'attrait. Ce placard, symbole ultime de la dissimulation, est devenu la métaphore parfaite de la présidence Harding. Une façade de dignité publique cachant une réalité privée sordide et confinée, littéralement à quelques pas du Resolute Desk. Dans son livre autobiographique The President's Daughter, publié en 1927, Nan Britton a décrit ses rencontres avec des détails crus. Elle raconte comment elle se cachait dans le placard en attendant que le bureau se vide et comment le président la rejoignait pour des rapports sexuels rapides. De cette liaison naquit une fille, Elizabeth Ann, en 1919. Harding n'a jamais reconnu publiquement sa paternité et, malgré ses promesses, n'a que très peu contribué à son soutien financier, laissant Nan Britton dans une situation précaire après sa mort soudaine en 1923. Loin d'être une simple maîtresse profitant de sa position, Nan Britton fut une jeune femme exploitée par l'homme le plus puissant du pays, une victime dont l'histoire révèle l'immense déséquilibre de pouvoir qui caractérisait leur relation. Des tests ADN effectués en 2015 ont d'ailleurs confirmé cette paternité. La facilitation de ces rendez-vous reposait entièrement sur la complicité du Secret Service. Des agents comme Walter Ferguson et Harry Barker
n'étaient pas seulement chargés de la sécurité physique du président, mais aussi de la gestion de ses secrets. Ils escortaient Nan Britton à travers les couloirs, montaient la garde devant le placard pendant les rencontres et s'assuraient qu'aucun membre du personnel ou visiteur inopportun ne vienne interrompre le président. Leur rôle illustre une perversion fondamentale de leur mission. Au lieu de protéger l'institution de la présidence, ils protégeaient les faiblesses personnelles de l'homme qui l'occupait. Cet usage de l'appareil d'État à des fins privées a établi un dangereux précédent, montrant comment les structures conçues pour garantir la sécurité nationale pouvaient être détournées pour garantir l'impunité personnelle. L'approche de Franklin Delano Roosevelt contrastait radicalement avec la témérité de Harding. Son système était fondé sur la discrétion, la patience et la gestion d'une seule et unique relation extra-conjugale profonde et durable avec Lucy Mercer Rutherford. Après la découverte de leur liaison par Eleanor en 1918, Franklin avait promis de rompre. En réalité, la relation a continué en secret pendant près de 30 ans. Le système reposait sur des intermédiaires de confiance, comme la secrétaire personnelle de Roosevelt, Missy LeHand, qui organisait des rencontres fortuites et transmettait des messages codés. Lucy, qui s'était entre-temps mariée à un homme riche et âgé, utilisait des noms de code pour ses visites à la Maison-Blanche, où elle était enregistrée comme une simple invitée parmi d'autres, son identité réelle étant connue seulement d'un cercle très restreint. Les participants à ce drame silencieux formaient un triangle complexe. Il y avait Franklin, qui cherchait en Lucy le réconfort et l'admiration inconditionnelle qu'il ne trouvait plus dans son mariage. Il y avait Lucy qui semblait véritablement amoureuse et dévouée, acceptant une vie dans l'ombre par loyauté envers le président. Et il y avait Eleanor, la figure la plus tragique. Consciente que la relation avait probablement repris, elle choisit de l'ignorer, se réfugiant dans son propre activisme et ses propres relations intimes. Son silence n'était pas un signe d'ignorance, mais un choix pragmatique pour préserver le partenariat politique qui définissait leur vie et la stabilité de la présidence en temps de crise mondiale. Chacun jouait un rôle dans ce pacte non dit, un arrangement qui maintenait la façade publique intacte au prix d'un profond malheur privé. Le secret a été gardé jusqu'au dernier souffle du président. Le 12 avril 1945, Franklin D. Roosevelt se trouvait dans sa résidence de Warm Springs, en Géorgie, surnommée la Petite Maison Blanche. Lucy Mercer était à ses côtés, posant pour un portrait, lorsque le président fut frappé par une hémorragie cérébrale massive. La panique s'empara de son entourage. Leur première priorité avant même de gérer la crise de succession nationale fut d'exfiltrer Lucy Mercer des lieux le plus rapidement et discrètement possible. Des collaborateurs fidèles l'ont emmenée en voiture avant l'arrivée d'Eleanor et de la presse. L'opération de dissimulation a fonctionné. Lorsque la nouvelle de la mort du président a été annoncée au monde, l'histoire officielle ne mentionnait que la présence de ses cousines et de son personnel. La vérité sur la présence de Lucy ne serait révélée que bien des années plus tard. La découverte tardive de cette dernière tromperie fut une blessure profonde pour Eleanor Roosevelt. Dans ses mémoires, elle écrivit avoir ressenti une terrible solitude en apprenant que son mari avait passé ses derniers moments non pas avec sa famille, mais avec la femme qui avait brisé leur mariage des décennies plus tôt. Cet épisode final a mis en lumière le coût humain de ce secret de 30 ans. Pour Eleanor, ce n'était pas seulement la confirmation d'une infidélité, mais la réalisation qu'elle avait été tenue à l'écart du moment le plus intime et le plus vulnérable de la vie de son mari. Son histoire humanise les conséquences de ces liaisons secrètes, montrant que même dans les plus hautes sphères du pouvoir, les victimes ne sont pas des abstractions politiques, mais des individus confrontés à la trahison, à la douleur et à une solitude profonde. Avec John F. Kennedy, le système a atteint un niveau d'organisation et une ampleur sans précédent. Il ne s'agissait plus d'une seule maîtresse, mais d'un flux constant de femmes. L'opération était orchestrée par son ami et assistant spécial, Dave Powers, dont le rôle était de procurer des compagnes pour le président. Le processus était bien rodé. Des femmes, allant de stagiaires de la Maison-Blanche et secrétaires à des actrices hollywoodiennes et des mondaines, étaient identifiées et approchées. Les rencontres étaient soigneusement planifiées pour coïncider avec les absences de la première dame, Jacqueline Kennedy. Le Secret Service était activement impliqué, recevant l'ordre de faciliter l'entrée et la sortie de ces femmes, souvent par des portes de service et des ascenseurs privés,
et de ne jamais consigner leur nom dans les registres officiels, créant ainsi une histoire parallèle et non documentée de la présidence. La liste des femmes liées à Kennedy est longue et comprend des noms célèbres comme Marilyn Monroe ou Judith Campbell Exner, qui était également la maîtresse du parrain de la mafia Sam Giancana. Mais au-delà de ces figures connues, il y avait un nombre incalculable de femmes anonymes, des employés de campagne, des hôtesses de l'air, des membres du personnel de la Maison-Blanche. La dynamique de pouvoir était écrasante. Pour beaucoup de ces jeunes femmes, une invitation du président des États-Unis n'était pas quelque chose que l'on pouvait facilement refuser. Le prestige et l'autorité de sa fonction, combinés à son charisme personnel, créaient une atmosphère de coercition implicite. Ce n'était pas simplement de la séduction. C'était l'exercice d'un privilège quasi féodal, où le président considérait le personnel féminin à sa disposition comme une extension de son pouvoir. La piscine intérieure de la Maison-Blanche, construite à l'origine pour la thérapie de Franklin Roosevelt, est devenue l'un des principaux lieux de débauche de Kennedy. Il y organisait fréquemment des fêtes privées en fin d'après-midi, où le personnel et les conseillers étaient invités à se détendre. Mais une fois les collaborateurs masculins partis, la piscine se transformait. Dave Powers faisait venir des femmes, souvent des secrétaires du Capitole surnommées Fiddle et Faddle par le secret service, pour des baignades nues avec le président. Ces scènes, qui se déroulaient à quelques mètres seulement du bureau ovale, symbolisaient la dualité de l'ère Camelot, une façade de sophistication et de haute culture dissimulant une réalité hédoniste et imprudente, un royaume où le roi pouvait satisfaire tous ses caprices en toute impunité. Les quartiers résidentiels privés au deuxième étage de la Maison-Blanche étaient un autre théâtre pour les liaisons de Kennedy. Les agents du secret service avaient pour instruction de faire monter les femmes par l'ascenseur privé, menant directement aux appartements de la famille présidentielle. Ces rencontres avaient souvent lieu lorsque Jacqueline Kennedy était absente, parfois même dans la chambre conjugale. Cette profanation de l'espace privé familial révèle une compartimentation psychologique extrême et un mépris total des risques. Le fait que les agents chargés de protéger la vie du président aient été contraints de participer à la dissimulation de son comportement créait une situation intenable, les transformant de protecteurs en complices et les plaçant dans une position où ils étaient témoins de comportements qui auraient pu être utilisés pour faire chanter le chef du monde libre. L'une des histoires les plus détaillées et les plus troublantes est celle de Mimi Alford. Dans ses mémoires Once Upon a Secret, publiées en 2012, elle raconte comment, à l'âge de 19 ans, alors qu'elle était stagiaire à la Maison-Blanche, elle a perdu sa virginité avec le président Kennedy. L'incident a eu lieu dans la chambre de Jacqueline Kennedy. Alford décrit une relation qui a duré 18 mois, marquée par un déséquilibre de pouvoir absolu. Elle raconte comment le président l'a un jour poussée à consommer une drogue récréative et comment il l'a ensuite offerte à son ami Dave Powers. Son témoignage est crucial car il donne une voix à l'une des nombreuses jeunes femmes anonymes de l'orbite de Kennedy, révélant la face sombre de Camelot, non pas comme une série d'aventures romantiques, mais comme un système d'exploitation sexuelle institutionnalisé. Au-delà de la moralité personnelle, le comportement de Kennedy posait un risque majeur pour la sécurité nationale. Sa liaison avec Judith Campbell Exner, qui était simultanément la maîtresse du mafieux Sam Giancana, a directement exposé la présidence à l'influence du crime organisé. Le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, était parfaitement au courant de cette liaison et d'autres indiscrétions, et il a utilisé ces informations pour maintenir une forme de chantage sur le président, garantissant ainsi son propre pouvoir et l'autonomie du FBI. Le comportement sexuel compulsif de Kennedy n'était donc pas une simple affaire privée. C'était une faille de sécurité catastrophique qui rendait le commandant en chef vulnérable aux pressions et à la manipulation, une imprudence qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses pour le pays. Des décennies plus tard, William Jefferson Clinton a présidé dans un contexte radicalement différent. Le système de dissimulation de l'ère Kennedy n'était plus viable face à un paysage médiatique hostile et un climat politique hyper partisan. Le système de Clinton était moins organisé et plus opportuniste, reposant sur l'exploitation des espaces liminaux du pouvoir et la loyauté de son entourage immédiat. Il ne s'agissait pas d'un réseau de facilitateurs,
mais d'une série de décisions impulsives et risquées prises au cœur même de l'aile ouest. Le scandale qui en a résulté n'est pas resté secret longtemps. Au contraire, il a explosé sur la scène publique, menant à une enquête fédérale et à une procédure de destitution, exposant au monde entier les détails les plus intimes de la vie privée du président. La figure centrale de ce scandale fut Monica Lewinsky, une stagiaire de 22 ans à la Maison-Blanche. Leur relation a débuté en novembre 1995 et a duré environ 18 mois. Le rapport Starr, le document officiel de l'enquête du procureur indépendant Kenneth Starr, détaille 9 rencontres sexuelles spécifiques entre le président et la jeune femme. Le rapport met en évidence le déséquilibre de pouvoir flagrant. D'un côté, l'homme le plus puissant du monde, marié et âgé de 49 ans. De l'autre, une jeune employée subalterne au début de sa carrière. Lewinsky a décrit plus tard leur relation comme consensuelle, mais marquée par cette dynamique de pouvoir inégal, une situation où son consentement lui-même était inextricablement lié au prestige et à l'autorité de la présidence. Les lieux de leur rencontre étaient situés à quelques pas seulement du bureau ovale, dans les espaces les plus secrets de l'aile ouest. Ils utilisaient une petite salle d'études privée adjacente au bureau principal, ainsi qu'un couloir sans fenêtre menant à la salle à manger du président. Ces espaces, conçus pour des conversations confidentielles et des moments de travail isolés, ont été détournés à des fins personnelles. Le choix de ces lieux révèle une prise de risque extraordinaire. À tout moment, un conseiller, un membre du cabinet ou même la première dame auraient pu entrer. Cette proximité avec le centre du pouvoir mondial, où se déroulaient simultanément des décisions sur la paix au Moyen-Orient ou la politique économique, illustre la capacité de Clinton à compartimenter sa vie de manière extrême et autodestructrice. L'un de ces rendez-vous, le 28 février 1997, est devenu le point central de toute l'affaire. C'est lors de cette rencontre que le sperme du président a taché une robe bleue appartenant à Monica Lewinsky. Cette robe, qu'elle a conservée sans la nettoyer sur le conseil d'une amie, est devenue la preuve matérielle irréfutable qui a finalement contredit les dénégations sous serment du président. La robe bleue est passée du statut d'objet personnel à celui de pièce à conviction dans une enquête criminelle, un symbole tangible de la collision entre un secret privé et une crise constitutionnelle. C'est cette preuve physique qui a transformé une affaire d'infidélité en un cas de parjure et d'obstruction à la justice, menaçant de faire tomber une présidence. Le système de dissimulation, bien que moins formel que celui de Kennedy, reposait sur des figures clés. La secrétaire personnelle de Clinton, Betty Currie, a joué un rôle de gardienne, gérant l'accès de Lewinsky au président et devenant plus tard un témoin central dans l'enquête où elle a été prise entre sa loyauté envers son patron et son obligation de dire la vérité. Lorsque l'affaire a menacé d'éclater, des efforts ont été faits par l'entourage du président, notamment par son ami Vernon Jordan, pour trouver un emploi à Monica Lewinsky à New York, une manœuvre que les enquêteurs ont interprétée comme une tentative d'acheter son silence. Ces actions ont transformé les collaborateurs du président en complices involontaires d'une opération de dissimulation qui allait se retourner contre eux de manière spectaculaire. Finalement, les conséquences de ce scandale ont été radicalement différentes pour les deux protagonistes. Le président Clinton a survécu à la procédure de destitution et a terminé son mandat avec des taux d'approbation élevés, son héritage politique étant terni mais pas détruit. Monica Lewinsky, en revanche, a été catapultée dans une infamie mondiale. Elle a été humiliée publiquement, caricaturée sans pitié par les médias et a vu sa vie privée et professionnelle durablement affectée. Son histoire est devenue un avertissement sur le coût humain de ces transgressions présidentielles, en particulier pour les femmes impliquées. Elle a révélé comment, même à la fin du XXe siècle, les structures du pouvoir protègent l'homme au sommet, tout en sacrifiant ceux qui sont considérés comme subalternes, laissant derrière elles des vies brisées au nom de la préservation d'une image. Pour Warren G. Harding, la crise n'éclata pas de son vivant, mais explosa à titre posthume 4 ans après sa mort avec la publication en 1927 du livre de Nan Britton, The President's Daughter. L'ouvrage, qui détaillait leur liaison et affirmait que Harding était le père de sa fille, fut initialement tourné en dérision et qualifié de pur sensationnalisme par l'establishment. La presse de l'époque
encore largement respectueuse de la fonction, traita l'affaire avec un mélange de mépris et de silence. Il n'y eut aucune enquête officielle, aucune conséquence légale. La défense de Harding reposait sur son image d'homme d'État respectable, une image que ses partisans protégèrent farouchement. Le secret ne fut pas tant gardé par des mécanismes complexes que par un déni collectif et la marginalisation de l'accusatrice. Ce n'est qu'en 2015, près d'un siècle plus tard, que des tests ADN confirmèrent la paternité de Harding, validant enfin le récit de Britton et révélant la vérité longtemps étouffée. Le secret entourant John F. Kennedy fut maintenu par des mécanismes bien plus actifs et sophistiqués. La clé de cette dissimulation résidait dans un pacte de gentlemen, non écrit entre la Maison-Blanche et une presse largement complice et fascinée par le mythe de Camelot. Les journalistes qui connaissaient les rumeurs choisissaient de ne pas les publier, considérant la vie privée du président comme hors limite. Le Secret Service fut activement perverti, ses agents passant du rôle de protecteur à celui de facilitateur. Ce silence eut un coût exorbitant en termes de sécurité nationale. La liaison de Kennedy avec Judith Campbell Exner, qui était simultanément la maîtresse du parrain de la mafia Sam Giancana, a exposé le président à un chantage potentiel de la part du crime organisé et a fourni au directeur du FBI, J. Edgar Hoover, des informations compromettantes qu'il a pu utiliser pour asseoir son propre pouvoir. Le coup n'était pas financier, mais stratégique, transformant la présidence en une institution vulnérable. Avec Bill Clinton, le barrage du secret se rompt de manière spectaculaire, inaugurant une nouvelle ère de surveillance médiatique et d'instrumentalisation politique. Le scandale n'a pas été révélé des années plus tard par un livre, mais en temps réel par les enregistrements secrets de Linda Tripp, une collègue de Monica Lewinsky. Ces bandes ont été remises au procureur indépendant Kenneth Starr, dont l'enquête initialement axée sur une affaire immobilière s'est transformée en une investigation exhaustive sur la vie sexuelle du président. La presse, désormais alimentée par le cycle d'informations en continu sur 24 heures et l'essor d'Internet, s'est emparée de l'affaire avec une férocité sans précédent. Chaque détail sordide du rapport Starr fut disséqué publiquement, transformant une liaison privée en une crise constitutionnelle nationale et un spectacle mondial, où la défense du président consistant en des dénégations sémantiques s'est avérée totalement inefficace. Les conséquences pour Clinton furent immédiates et dévastatrices sur les plans légal et politique. L'affaire a commencé à prendre une tournure judiciaire lorsqu'il a menti sous serment au sujet de sa relation avec Monica Lewinsky lors d'une déposition dans le cadre du procès pour harcèlement sexuel intenté par Paula Jones. Ce mensonge a constitué un acte de parjure, le crime central qui a déclenché la procédure de destitution. Le 13 décembre 1998, la Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, a voté en faveur de sa mise en accusation pour parjure et obstruction à la justice. Bien qu'il ait finalement été acquitté par le Sénat en février 1999, permettant de terminer son mandat, sa présidence fut à jamais marquée par le scandale. Il est devenu le deuxième président de l'histoire américaine à être mis en accusation, un héritage indélébile qui a éclipsé nombre de ses réalisations politiques. Les coûts financiers directs de ces scandales varient considérablement. Pour Harding, ils se sont manifestés avant sa présidence, sous la forme de paiements de chantage à son ancienne maîtresse, Carrie Fulton Phillips, une somme considérable versée par le Parti républicain pour acheter son silence à la veille de l'élection. Pour Kennedy, les coûts étaient indirects, mais réels. L'utilisation de ressources de l'État, comme le temps et les effectifs du Secret Service, pour faciliter et dissimuler ses liaisons. Pour Bill Clinton, le fardeau financier fut personnel et écrasant, s'élevant à plus de 10 millions de dollars en frais juridiques pour se défendre contre l'enquête de Kenneth Starr et la procédure de destitution. Ces dépenses ont laissé les Clinton lourdement endettés à leur sortie de la Maison-Blanche, illustrant comment, à l'ère moderne, le coût de la dissimulation d'un secret présidentiel se chiffre non seulement en capital politique, mais aussi en millions de dollars. La mort des présidents impliqués est elle-même liée à la tension de leur vie secrète. Warren G. Harding est décédé subitement en fonction le 2 août 1923, à l'âge de 57 ans, officiellement d'un accident vasculaire cérébral. Cependant, sa mort est survenue
alors que le scandale du Teapot Dome et d'autres affaires de corruption au sein de son administration étaient sur le point d'éclater, alimentant des rumeurs persistantes de suicide ou même d'empoisonnement pour éviter la disgrâce. Franklin Roosevelt est mort d'une hémorragie cérébrale le 12 avril 1945, son dernier acte conscient étant de dissimuler la présence de sa maîtresse. L'assassinat de Kennedy, bien que non lié à ses frasques, a paradoxalement servi à préserver son image, le figeant dans le temps comme un martyr et retardant de plusieurs décennies la révélation complète de son comportement imprudent, qui aurait certainement détruit le mythe de Camelot de son vivant. L'impact le plus durable de ces crises ne fut pas sur les hommes eux-mêmes, mais sur l'institution de la présidence et la confiance du public américain. Le contraste entre le silence qui protégeait Roosevelt et Kennedy et l'exposition publique impitoyable de Clinton marque une transformation fondamentale dans la relation entre le pouvoir, les médias et le peuple. L'ère de la déférence a pris fin, remplacée par un cynisme généralisé et une culture médiatique adverse où la vie privée des dirigeants est devenue une cible légitime. Cette érosion de la légitimité a affaibli la fonction présidentielle elle-même, la rendant plus vulnérable aux attaques partisanes et diminuant le respect quasi sacré dont elle jouissait autrefois. La Maison-Blanche, autrefois perçue comme un symbole d'intégrité inattaquable, est devenue dans l'imaginaire public un lieu où le pouvoir absolu pouvait aussi mener à une corruption morale absolue. Après chaque scandale, la Maison-Blanche elle-même a subi une forme de purification symbolique. Les lieux physiques des transgressions ont été effacés ou transformés. Le placard de Harding est aujourd'hui un simple espace de rangement anonyme. La piscine de Kennedy, devenue un symbole de débauche, a été recouverte en 1969 sur ordre du président Nixon pour créer l'actuelle salle de presse. Une ironie puissante où un lieu de secret privé est devenu un espace de communication publique. Le tapis du bureau ovale, témoin des rencontres de Clinton, a été changé à plusieurs reprises. Ces changements physiques représentent une tentative de l'institution de tourner la page, d'effacer les taches de son histoire. Pourtant, si les preuves matérielles ont disparu, la mémoire de ces événements demeure imprégnée dans les murs, transformant à jamais la perception de la demeure et obligeant chaque nouvel occupant à naviguer dans un héritage complexe de pouvoir et de faillibilité humaine. Après la tempête de chaque scandale, la Maison-Blanche elle-même a subi une forme de purification architecturale, une tentative d'effacer les cicatrices physiques de son histoire. L'exemple le plus frappant est la piscine intérieure de Kennedy, devenue un symbole de l'hédonisme de l'ère Camelot. En 1969, le président Richard Nixon, désireux d'imposer une image de sobriété, ordonna qu'elle soit recouverte pour créer l'actuelle salle de presse James S. Brady. Ainsi, un lieu de secret privé fut transformé en un espace de communication publique, une ironie architecturale puissante. De même, les tapis du bureau ovale, témoins silencieux des rencontres de Clinton, ont été remplacés à de multiples reprises par les administrations suivantes, chaque nouveau design effaçant symboliquement les traces du précédent. Quant au fameux placard de Harding, il a été absorbé depuis longtemps par les rénovations successives de l'aile ouest, son emplacement exact n'étant plus qu'une note de bas de page pour les historiens. Aujourd'hui, la Maison-Blanche reste un lieu à la triple fonction, une entité complexe gérée par le National Park Service en tant que monument national, mais contrôlée par le pouvoir exécutif. Elle est à la fois la résidence privée de la première famille, le centre de commandement le plus sécurisé au monde, et un musée vivant qui accueille environ 30 000 visiteurs par semaine. Ces visites publiques sont soigneusement chorégraphiées, limitées aux salles de cérémonie du rez-de-chaussée et du premier étage, comme la salle Est et la salle Bleue. Cependant, les zones où se sont déroulés ces drames humains restent strictement inaccessibles. Le public ne verra jamais les quartiers résidentiels du deuxième étage, les couloirs discrets de l'aile ouest, ni même l'intérieur du bureau ovale. La transparence offerte n'est qu'une façade, protégeant un sanctuaire intérieur où l'histoire continue de se faire, loin des regards. Cette séparation physique se reflète dans la narration officielle de l'histoire de la demeure. Les visites guidées et les brochures touristiques se concentrent sur une version idéalisée, célébrant l'architecture néoclassique, les acquisitions d'antiquités par Jacqueline Kennedy et les grands moments de la diplomatie américaine. Les noms de Nan Britton, Lucy Mercer, Mimi Alford ou Monica Lewinsky
n'y sont jamais prononcées. Leurs histoires, pourtant indissociables des présidences qu'elles ont côtoyées, sont entièrement omises du récit public. Il s'agit d'un choix délibéré visant à préserver la dignité de la fonction présidentielle et le statut de la Maison-Blanche en tant que symbole national immaculé. Mais ce faisant, cette histoire officielle perpétue le silence qui a permis à ces abus de pouvoir de se produire, effaçant la mémoire des femmes dont les vies ont été durablement marquées par leurs rencontres avec le pouvoir. L'impact le plus profond de ces scandales s'est toutefois manifesté bien au-delà des murs de la résidence. La différence entre le secret qui a protégé Kennedy et l'exposition publique impitoyable de Clinton marque une révolution dans la relation entre le pouvoir, les médias et la justice. L'affaire Lewinsky, en particulier, a accéléré la fin du pacte de gentlemen et a cimenté une culture médiatique de surveillance constante, où la vie privée des dirigeants est considérée comme un enjeu public légitime. Sur le plan institutionnel, elle a conduit à la non-reconduction de la loi sur le procureur indépendant, jugée trop politisée et intrusive. Aujourd'hui, ces affaires sont devenues des études de cas incontournables dans les facultés de droit sur le parjure et la destitution, dans les écoles de journalisme sur l'éthique médiatique et dans les études de genre sur les dynamiques de pouvoir et de consentement. En conséquence, l'héritage de ces présidents reste complexe et contesté. Warren G. Harding est largement resté dans l'histoire comme un président faible, dont le mandat fut défini par la corruption et le scandale personnel. La grandeur des réalisations de Franklin Roosevelt durant la dépression et la guerre a largement éclipsé ses failles privées, qui sont souvent considérées comme une simple note de bas de page. L'héritage de John F. Kennedy est plus divisé. Le mythe de Camelot, bien que terni par des révélations biographiques sérieuses, conserve un puissant attrait nostalgique pour une partie du public. Quant à Bill Clinton, sa post-présidence est une illustration vivante de cette dualité, son héritage étant l'objet d'un débat constant entre ses succès politiques indéniables et la tâche indélébile de la procédure de destitution, une fracture qui continue de définir sa place dans l'histoire américaine. Ces histoires, prises dans leur ensemble, révèlent comment l'architecture même du pouvoir, à la fois physique et institutionnelle, peut créer des zones d'impunité où les règles ordinaires ne s'appliquent plus. Elles montrent comment le prestige et l'appareil de l'État ont été utilisés non seulement pour commettre des transgressions, mais aussi pour imposer le silence et contrôler le récit. Ces événements du passé font écho au débat contemporain sur la responsabilité des personnes en position d'autorité et sur la manière dont les institutions protègent souvent leur propre réputation au détriment des individus les plus vulnérables. Ils soulèvent une question fondamentale sur la mémoire collective. Comment une nation doit-elle préserver l'histoire de ses monuments les plus sacrés? Doit-elle présenter une version aspirante et idéalisée? Ou a-t-elle le devoir de reconnaître les vérités complexes et souvent inconfortables qui se cachent derrière la façade? Ainsi, la Maison-Blanche demeure un symbole immaculé de la démocratie américaine aux yeux du monde. Pourtant, ses couloirs et ses chambres racontent une histoire parallèle, une chronique des fragilités humaines qui se cachent derrière la façade du pouvoir absolu. La question demeure, où réside la plus grande responsabilité dans ces affaires? Chez les présidents qui ont abusé de leur immense pouvoir ou dans les systèmes de silence? Presse, services secrets, personnels, qui ont permis à ces secrets de perdurer pendant des décennies. Partagez votre opinion réfléchie dans les commentaires. Si ces enquêtes sur les facettes cachées de l'histoire vous passionnent et que vous cherchez à comprendre le passé au-delà des récits officiels, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations dans les coulisses du pouvoir. Merci infiniment d'avoir regardé.